Salut à tous, c'est SadBlood. Aujourd'hui, on va faire du révisionnisme au sujet de la Terre plate, avec pour support les vidéos de Defecator. Mais comme je suis globiste, je vais me forcer à penser comme un platiste. En vrai, c'est le genre d'expérience de pensée qui m'amuse. Et pour pimenter le tout, je vais essayer de convaincre les platistes que si plate est la Terre, alors il n'y a pas besoin de complot pour expliquer tout ça. Alors, quel est l'argument premier de ceux qui pensent que la Terre est plate? Eh bien, c'est que lorsqu'ils regardent l'horizon, ils le voient plat. Et même en s'élevant un peu à quelques kilomètres, on ne peut pas voir de courbure. Parce que par rapport à nous, c'est une très très grande sphère. Donc, si je suis sur une petite boule, je regarde et je vois un horizon courbé. Si je prends une boule un petit peu plus grosse, je vois un petit peu moins l'horizon courbé. Si je prends une boule de plus en plus grosse, effectivement, à chaque fois, voilà, l'horizon va me paraître de moins en moins courbé. Enfin là, évidemment, je perçois encore la courbure. Par contre, sur une boule dont le rayon moyen fait 6371 km, au niveau du sol, là, évidemment, je ne serai plus capable de voir qu'il s'agit d'une boule. Donc il va falloir s'élever très très haut en altitude pour commencer à voir la courbure sur l'horizon. Et du coup, voilà, vous avez des gens qui pensent que toute la Terre est plate parce que la seule partie qu'ils en perçoivent leur paraît plate. Bon, pourquoi pas? En général, ce sont des gens qui vous disent « Moi, je suis comme ça, Thomas, je ne crois que ce que je vois ». C'est une sorte de rasoir d'Occam. Il aurait été honnête de le mentionner. Bon, bref, voilà, pour tous ceux qui sont comme ça, Thomas, qui n'ont pas la capacité de se projeter dans quelque chose qu'ils ne voient pas, la Terre doit forcément être plate. Alors, admettons, on a dit qu'on ne jugeait pas, essayons de comprendre comment on peut expliquer le fonctionnement du monde sur une Terre plate. Lorsque je prends l'avion et que je voyage autour du monde. Alors, voilà, un globe, voilà un avion aérien. Si je décolle ici, vous voyez, d'Europe, par exemple, je vais aller facilement sur un autre continent, je vais pouvoir éventuellement, traverser les océans, faire le tour de la Terre, par en haut, par en bas, ça ne va poser aucun problème, je vais pouvoir circuler dans tous les sens, librement, et faire le tour du monde facilement. Comment est-ce que cela va se passer sur une Terre plate? Eh ben, ça risque d'être plus compliqué, parce que forcément, voilà, je vais décoller ici d'Europe, je vais survoler l'Asie, et puis si je vais aller en Amérique, là, je vais me retrouver bloqué par le bord du monde. Même chose en bas, même chose en haut. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à comment peut-on faire le tour du monde, puisque c'est possible dans la réalité, si la Terre est plate. Je propose la chose suivante. Les astres sont des cylindres percés au milieu, avec un pôle entre guillemets magnétique au niveau de chaque face. Sauf que l'une des faces peut être ou pas située quasiment, voire totalement à l'infini, et l'autre non, par rapport à un point arbitraire qu'on va nommer le centre. De plus, ce n'est pas vraiment un champ magnétique pour la Terre, c'est une sorte de gravitation telle que la force d'attraction d'un astre par la Terre est mv vectoriel b, où b est le champ magnétique, m c'est la masse et v c'est la vitesse. Et pour un non-astre, on prend mb. La Lune doit avoir une petite hauteur et le Soleil, faut voir. Alors, est-ce que vous avez trouvé une solution? Eh bien, sachez que c'est possible si la Terre plate est un disque. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle une représentation de Postel, c'est-à-dire azimutale équidistante. Le pôle Nord est situé ici, et le pôle Sud, en fait, il est sur tout le bord du disque. Parce qu'il n'y a plus d'Antarctique sous la forme d'une île, mais sous la forme d'un mur de glace qui fait donc tout le tour de la Terre plate. Et avec cette Terre plate en forme de disque, ben là, vous voyez, ça redevient possible de circuler tout autour du monde, parce que voilà, je vais prendre mon avion ici, et puis je vais décrire des cercles, et de cette manière-là, effectivement, je pourrais circuler facilement d'un continent à l'autre, et faire le tour du monde en allant ici, par exemple, toujours vers l'ouest, etc. Voilà, donc c'est une possibilité. Si vous l'aviez trouvé, vous marquez un point plat. Ne cherchez pas à comprendre à quoi ça sert pour l'instant, on verra ça plus tard. On peut, sur une Terre ronde, avoir une partie des continents sur lesquels il fait jour, donc ici par exemple en Asie, en Océanie, il fait jour, pendant qu'en Amérique, qui est plongée dans l'ombre aussi, il fait nuit. Voilà, donc sur une Terre ronde, voilà comment s'explique le jour et la nuit, et si vous avez trouvé, vous marquez un point rond. Sur une Terre plate à présent, ça peut pas marcher pareil, parce que vous voyez, en fait, si je mets la Terre plate au soleil, tous les continents sont éclairés en même temps. Et si je la plonge dans la nuit, forcément, il fait nuit partout. Alors après, vous allez dire, on peut peut-être le mettre un petit peu comme ça, mais non, parce que là, vous voyez, vous allez avoir une lumière rasante pour tout le monde, mais c'est pareil, tout le monde a la même lumière en même temps sur le principe du disque de la Terre plate. Donc, cette explication ne peut pas fonctionner sur la Terre plate, alors à vous de réfléchir maintenant pour en trouver une qui fonctionne. Une qui fonctionne, je propose la chose suivante. Les astres émettent des champs entre guillemets magnétiques qui pour certains dirigent la gravité, pour d'autres la lumière, et d'autres on ne sait pas. En particulier, le Soleil envoie des photons sur un demi-rayon de la Terre. Et bien sur la Terre plate, le Soleil ne peut pas être lointain. Il est forcément près de la Terre. Il serait près de la Terre si les trajectoires n'étaient pas courbes. Et tout petit. Et il tourne au-dessus du disque. Voilà, donc si vous avez trouvé, vous marquez un point plat. Et pourquoi n'est-il pas incliné? Sur la représentation de Postel, les objets sont courbés sur les bords. Pour corriger ça, il faut que le Soleil soit incliné. Je sais pas si ça fit super bien, mais bon. Donc ici, si je prends mon petit bonhomme, que je mets en Amérique du Sud par exemple, ici il est dans l'ombre, ici, hop, il fait jour, parce que le Soleil est juste au-dessus. Hop, le Soleil s'en va, il fait nuit, et ici il fait jour, et ici il fait nuit, et ici il fait jour,
etc. C'est ainsi que ça fonctionne sur la Terre plate. Alors vous avez le site de la Flat Earth Society, qui est une organisation qui soutient l'idée de la Terre plate, et qui donc a fait des calculs selon lesquels donc, ce Soleil devrait se situer à 4828 km d'altitude au-dessus du disque et mesurer 32 miles, c'est-à-dire 51 km pour que ce modèle fonctionne. Oui, enfin, ces gens-là ont utilisé la géométrie euclidienne. Et ils ont supposé que les rayons lumineux se déplaçaient en ligne droite. Et peut-être que c'est pas le cas. Et pour les saisons, vous savez, l'hiver, le soleil est plutôt bas sur l'horizon et il fait plus froid, alors que l'été, il brille bien à la verticale et du coup il fait plus chaud. Donc effectivement, on conçoit aisément que sur une Terre ronde, c'est cette inclinaison de la Terre et son orbite autour du soleil qui explique le fait que la lumière n'est pas reçue de la même manière en été et en hiver par les deux hémisphères. Et alors à présent, sur une Terre plate, comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, ça va pas fonctionner pareil parce que vous voyez, j'ai beau la pencher, c'est toujours pareil en fait, elle va toujours recevoir la même luminosité. Alors, à vous de trouver. Et bien sur la Terre plate, la notion de saison peut s'expliquer par le fait que la trajectoire du soleil varie. En effet, ici, vous voyez, le soleil décrit de petits cercles autour du pôle nord. Par contre, ces cercles peuvent s'élargir et passer beaucoup plus près du pôle sud. Ici, on est donc clairement sur une saison où c'est l'été dans l'hémisphère sud, alors que lorsque le cercle va se restreindre, eh bien là, ce sera plutôt l'été sur l'hémisphère nord. Voilà donc une explication qui, ma foi, est tout à fait satisfaisante. Si vous l'aviez trouvée, vous marquez un point plat. Par contre, j'ai quand même dit un mot interdit. Alors ça, si vous l'avez détecté, vous marquez un point plat. Si vous ne l'avez pas détecté, vous enlevez un point plat. En effet, j'ai dit hémisphère. Hémisphère, c'est pas très correct lorsqu'on parle d'un disque, parce que, effectivement, l'hémisphère, c'est la moitié d'une sphère. Donc on pourrait, je sais pas, parler d'hémiplate, enfin encore que celle-là, personne n'a vraiment osé la faire, à ma connaissance. Ou alors on pourrait dire, voilà, qu'il y a un disque nord ici, ou bien un anneau sud. Mais en aucun cas, on ne parle d'hémisphère, c'est limite vulgaire, attention. Alors ça soulève quand même un souci, parce que si ce soleil est une sphère, comme on le voit quand on l'observe, il diffuse ses rayons lumineux dans tous les sens. Donc pas juste dans une zone précise, donc il n'y a aucune raison qu'il n'éclaire qu'une seule partie du disque. Sauf si les rayons lumineux sont courbés. Alors, le site de la Flat Earth Society nous indique que le soleil agit comme une lumière de phare, en fait, donc ce serait pas vraiment une sphère, mais ce serait une sorte de projecteur qui n'éclaire qu'une zone donnée. Ok. Mais malgré tout, étant donné son altitude, 4828 km, donc très très haut, même par-dessus les plus grands reliefs, qui normalement n'atteignent même pas 9 km d'altitude, comment se fait-il qu'on ne le voit pas en permanence depuis l'autre bout du disque? Et là, la Flat Earth Society explique que ce serait dû à la perspective. Voilà. Mais cette explication n'est pas cohérente avec les chiffres qu'il donne, parce que 4828 km d'altitude, c'est très très haut. Et même quand le soleil est à l'autre bout du disque, donc à 40 000 km, puisque la distance mesurée entre les deux pôles est de 20 000 km, eh bien on devrait continuer à le voir, puisque si on calcule l'angle, alors on calcule l'angle sur un triangle rectangle, là c'est niveau collège 3e, ça nous fait un angle de 6,88 degrés. Donc ce n'est absolument pas négligeable. Donc du coup, perspective ou pas, même si le soleil diminue en s'éloignant, même s'il y avait des reliefs de temps en temps, on devrait continuer à le voir malgré tout, parce qu'il se situerait bien au-dessus de l'horizon. Sauf si on suppose que le trou du cylindre empêche ceci. Si on suppose que les objets s'élargissent un peu en s'approchant du trou, qu'ils s'écrasent un peu tangentiellement et qu'ils peuvent traverser le trou par téléportation, ça peut fonctionner, je crois. Le trou est aussi responsable de la force centrifuge. Beaucoup de gens pensent qu'on devrait voir le soleil, de plus en plus minuscule, en s'éloignant. Mais ce n'est pas comme ça que la perspective fonctionne. Nos yeux voient toutes les lignes converger vers le même point de fuite. Ces lignes parallèles vont poursuivre leur descente, au-delà du point de fuite. Le soleil paraît s'enfoncer dans le sol, alors qu'en réalité, le soleil maintient toujours la même hauteur. La perspective n'est pas enseignée à la petite école. Ils ne veulent pas que vous compreniez comment fonctionnent vos sens. Ça vraiment c'est n'importe quoi. Alors à présent, on va continuer nos réflexions et parler de la Lune. C'est simple, on l'a dit, la Lune tourne autour de la Terre, et donc lorsqu'on l'observe depuis la surface de la Terre, selon l'endroit où elle se situe sur son orbite de 28 jours, elle va apparaître éclairée différemment. Alors pour vous l'illustrer, on ne lésine devant aucun moyen, hop, voilà donc une seconde caméra qui va vous permettre donc de filmer l'apparence de la Lune depuis la surface de la Terre. Alors, tout l'intérêt d'avoir fait un trou dans la combi, c'est de pouvoir manipuler, hop, l'écran tactile, voilà, c'est parti. Donc, ici on va se situer dans la première position de l'orbite, là, hop, donc un aspect de demi-lune, on va dire en quelque sorte. Donc on va se situer à présent un peu plus loin sur l'orbite, hop, voilà. Donc là, vous allez voir que, ici, on a un aspect de pleine lune. Donc, troisième étape, ici. Donc là, on va avoir un aspect de quartier, mais qui va être différent, vous voyez. Voilà, j'ai décroché la lune. Donc, dernière étape, lorsque la lune se situe dans sa dernière position, là, effectivement, elle n'est pas éclairée finalement directement par le soleil, mais plutôt par la réverbération du soleil à la surface de la Terre. Pour la Lune, les rayons lumineux du soleil sont courbes. Ils peuvent très bien se refléter sur la Lune. On observe le même phénomène. Voilà, et là on est arrivé à la fin du cycle, et ainsi de suite. Alors c'est pas si évident, il y en a qui malgré tout ne comprennent pas ça. Donc la théorie officielle dit que l'ombre que vous voyez là derrière, là, on voit pas la Lune en entier en fait parce que la Terre cache cette partie là. Vous voyez la théorie officielle. Donc voilà, si on voit pas le reste de la Lune, c'est parce que la Terre la cache. Mais je vois pas comment la Terre pourrait la cacher, puisque la Lune et le Soleil, là, sont tous les deux au-dessus de ma tête. Donc il y a un souci.
Donc ce que montre cette vidéo, c'est d'abord l'échec de notre système éducatif, hein, ça je crois que c'est clair. Ici, quelqu'un nous a parlé de l'ombre de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il a sans doute confondu, effectivement, avec un phénomène dont on parle de temps en temps, qui se produit 1 à 2 fois par an, et qui est complètement prédictible, hein, ça c'est mathématique, depuis l'Antiquité on sait les prédire, c'est le phénomène d'éclipse lunaire. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés exactement, et effectivement, là vous allez avoir l'ombre de la Terre qui va se placer sur la Lune et qui va masquer la Lune. Hein, donc là, effectivement, on peut dans ce cas-là parler d'une projection de l'ombre de la Terre sur la Lune. C'est tout. Donc là, on a quelqu'un qui, visiblement sur un ton très vindicatif, hein, est en train de nous expliquer qu'on nous raconte des conneries dans le modèle sphérique, mais non, cette personne est juste en train de tout confondre. Voilà. Alors à présent, on a parlé de la Terre ronde. Comment peut-on expliquer les phases de la Lune sur une Terre plate? Allez-y, réflexion. Vous avez une théorie qui explique que la Lune tourne aussi au-dessus du disque de la Terre plate, mais sur des trajectoires un peu différentes de celles du Soleil et avec une vitesse différente. Regarde. Donc, si vous aviez trouvé cette solution, vous marquez un point plein. Et par contre, vous allez pouvoir vous le retirer tout de suite parce qu'en fait ça ne fonctionne pas. Hein, sur un modèle comme celui-là, si vous regardez bien, le même jour, vu de l'hémiplate nord, disons, vu d'Europe par exemple, on va voir une lune sombre, alors que vu l'Afrique du Sud, hein, au même moment, la lune sera pleine. J'ai l'impression que ça marche sur mon modèle. Or, les pleines lunes, elles sont les mêmes, hein, sur toute la surface de la planète, au même moment. Donc, cette explication pour les phases de la Lune sur la Terre plate, ça ne marche pas. Et en plus, vous voyez bien, la Lune n'aurait pas du tout la même taille vue par quelqu'un qui serait juste en dessous de son cercle que par quelqu'un qui serait près des pôles. Alors, une autre explication? Bon, on en a une autre, hein. La Lune pourrait être un hologramme, mais ça ne change rien, parce que ce soit une projection ou un éclairage du Soleil, on va pas l'avoir pareil depuis différents endroits du disque. On a aussi eu une explication disant que la Lune produisait sa propre lumière. Bon, enfin ça, il suffit d'observer au télescope les cratères de la Lune, hein, pendant les premiers et les derniers quartiers, il y a une ombre rasante, et vous verrez bien que les ombres montrent que l'éclairage arrive de côté et pas de l'intérieur de la Lune. Et là, on commence à toucher du doigt le problème de chercher une explication à ces phases de la Lune, tout en restant cohérent avec le principe qu'on avait introduit précédemment, qui était que donc le Soleil tournait au-dessus du disque de la Terre plate. Les deux ensemble, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de solution qui va fonctionner à 100%, surtout qu'en plus, on n'a pas encore parlé des éclipses de lune, et là, ça va devenir carrément inexplicable. Alors pour la Terre ronde, on l'a vu, ça s'explique par le fait que la Terre passe entre le Soleil et la Lune, l'ombre de la Terre va masquer la Lune. D'ailleurs, au passage, on voit bien que l'ombre de la Terre est ronde. Hein. Si on regarde ici, par exemple, alors là, vous allez peut-être me dire, attends, l'ombre de la Terre qui est ronde, ça pourrait peut-être marcher aussi avec le modèle de la Terre plate. Effectivement, ici, j'ai une ombre ronde. Alors si vous avez eu cette brillante idée, vous allez retirer un point de votre total de points plats. Et oui, parce qu'il faut être cohérent. Hein. Depuis le début, on n'arrête pas de dire que, au-dessus du disque de la Terre plate, tourne le Soleil et la Lune. Donc on voit mal à quel moment le disque de la Terre plate pourrait venir se placer entre le Soleil et la Lune, puisqu'ils tournent tous les deux au-dessus du disque. Faut être cohérent, quoi. Et en plus, on pourrait éventuellement se dire que lorsque le disque de la Terre plate se présente à plat, ça va donner une ombre pas circulaire du tout. Avouez que c'est quand même assez improbable. Donc, réfléchissons. Sur la Terre plate, avec la Lune et le Soleil en l'air au-dessus du disque, comment peut-on expliquer une éclipse de Lune? Bah, ma réponse est la même, les lignes de champ du Soleil courbent la lumière. Il y a une hypothèse avancée par la Flat Earth Society qui figure sur leur site. Ce serait qu'il y a un satellite du Soleil qui s'appelle l'objet de l'ombre, le Shadow Object, qui orbiterait autour du Soleil et qui de temps en temps viendrait se placer entre le Soleil et la Lune. Nawak. Évidemment, on n'en a aucune preuve, hein, et le site lui-même, il précise bien qu'ils savent pas vraiment ce que c'est, ils se demandent même si ce serait pas Mercure, Vénus ou un autre corps céleste, ils disent qu'il faudrait étudier le truc. Alors j'aime autant vous dire que si c'est Mercure, Vénus ou autre, ça va être vite vu, hein, on connaît leurs orbites, on sait déterminer leur trajectoire et leur cycle depuis belle lurette, et ça coïncide pas du tout avec le calendrier des éclipses lunaires, hein, donc ça c'est déjà mal engagé. Et par ailleurs, bon, c'est quand même un peu étrange que cet objet mystérieux n'ait jamais été observé, qu'il ne masque jamais rien d'autre que la Lune, enfin bref. On a une explication assez vaseuse et qui n'est étayée par aucune preuve de quoi que ce soit. Néanmoins, si vous l'avez trouvé, vous marquez un point blanc quand même, parce que vous avez quand même fait preuve de logique. Alors à présent, parlons un peu des étoiles. Alors ça ne vaut pas un planétarium, mais ça donne déjà une idée. N'importe qui a voyagé dans le monde et qui a observé les étoiles la nuit a remarqué qu'on ne voit pas les mêmes constellations dans l'hémisphère nord ou l'hémiplate nord que dans l'hémisphère sud, ou l'hémiplate sud. Donc par exemple, dans l'hémisphère nord, on observe la grande ours, hein, ça vous l'avez forcément déjà remarqué si vous avez été dans l'hémisphère nord. Vous avez aussi, je ne sais pas, vous avez le cygne par exemple. Bon. Et dans l'hémisphère sud, on voit des constellations différentes, et vous avez par exemple la croix du sud, qu'on observe que dans l'hémisphère sud. Et en plus, au nord de l'équateur, les étoiles tournent dans un sens, et au sud de l'équateur, elles tournent dans l'autre. Dans mon modèle, ça fonctionne encore puisque je suppose que l'on déforme la géométrie de l'espace et les lignes de champ. On constate que les lignes de champ sont simples et calculables. Il n'y a pas de contradiction. Certains me diront que c'est normal, vu que j'ai totalement déformé la géométrie de l'espace, mais ça n'explique pas la coïncidence avec les lignes de champ magnétiques. Eh bien, sur la Terre plate, il n'y a aucune explication. Donc si vous en avez trouvé une, bravo, déjà vous marquez 2 points plats, et puis dépêchez-vous d'aller publier un article ou une vidéo sur le sujet, parce que tout le monde attend la solution.